petit point justement sur la reconnaissance du statut d'handicapé ou de la reconnaissance du handicap que peut entraîner donc la spondylarthrite. Alors, je vais essayer d'être... non, ça ne marche pas. Si, voilà. Ah! Voilà. Alors, la notion de handicap, alors c'est vrai que le terme en lui-même, je ne le trouve pas très très flatteur parce qu'on a l'impression que juste en disant handicap, on est déjà diminué et on n'est pas une personne voilà, comme les autres, quoi. Donc je trouve que bon, le terme n'est pas très heureux, mais bon, on doit faire avec parce que c'est celui qui est utilisé à la fois par la médecine du travail, qui est utilisé par la MDPH, enfin la maison donc, des handicapés aussi. Alors il y a des choses quand même qui ont changé. Alors en 2005, donc on a une loi qui est arrivée pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées. Donc là, l'idée, c'était de dire que c'est pas parce qu'on a un handicap... On pourrait avoir un peu moins de bruit, s'il vous plaît, au fond de la salle. Merci beaucoup. Donc c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'a pas le droit de travailler, qu'on n'a pas le droit d'être un citoyen lambda et donc d'intervenir. Alors, ce qui est assez intéressant, là, justement, ça a été la définition qui a été donnée, qui est une définition qui est relativement large, puisqu'on dit que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc ce qui veut dire qu'en fait la notion d'handicap, il y a plusieurs degrés. C'est-à-dire vous pouvez avoir un handicap parce que ça vous est difficile de vous lever le matin. Ça peut être un handicap qui n'est pas forcément visible parce que quand on parle d'handicap, on a spontanément l'idée de voir quelqu'un dans un fauteuil roulant avec, je sais pas, une canne, quelqu'un qui voit pas, enfin voilà. Alors qu'en fait, la notion d'handicap, évidemment, il y a des grades. Et il y a on va dire des postures invalidantes qui ne sont pas forcément visibles comme ça, spontanément, quoi. Donc là, l'idée de cette définition, c'est quand même de rendre la notion d'handicap aussi large que possible. Et dès l'instant où ce handicap ne vous permet pas d'avoir une posture, on va dire, comme chacun, de travailler, d'être un citoyen lambda, etc., on peut vous aider et elle peut être reconnue et vous pouvez avoir des aides. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de regarder. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur justement ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Miceli. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'enquête, donc, il apparaissait que les patients avaient mis en évidence que pour près de la moitié, donc je crois qu'elle a dit 46% donc des patients qui ont répondu à l'enquête, ils faisaient état du fait que leur spondylarthrite avait eu un impact sur leur activité professionnelle, voire même ils avaient été amenés à revoir cette activité, voire à en changer, pour qu'elle soit compatible avec leur état de santé. Donc je trouve ça hyper important. Donc là, l'idée de handicap et activité professionnelle, c'est que aujourd'hui, il y a des dispositions qui font que votre employeur, il peut considérer votre handicap et aménager donc à la fois votre temps de travail, votre poste de travail. Alors, c'est clair qu'il n'y a aucune obligation, hein, on est bien clair là-dessus, aucune obligation légale de parler de votre état de santé dans votre entreprise. Si vous dites, moi j'ai une spondylarthrite, mais je ne veux pas que ça se sache, ok, personne ne va vous demander, voilà. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé d'en faire état. Ceci étant, il y a quand même dans l'entreprise quelqu'un qui est quand même une aide assez importante, qui est le médecin du travail. Parce que ce qu'on voit en lisant les témoignages, c'est que souvent, c'est le dialogue entre le médecin du travail et le collaborateur sur son état de santé, sur ses difficultés, etc., qui font que on réfléchit à l'aménagement du poste de travail, voire on réfléchit à faire des demandes pour la reconnaissance d'un statut, etc.
Et c'est ce qui rend quand même les choses un peu plus faciles, on va dire. Voilà. Donc ça peut avoir, on peut avoir un matériel adapté, on peut organiser le temps de travail, etc. Donc, les différentes aides possibles, donc je n'ai pas tout listé parce qu'il y en a vraiment beaucoup quand même, mais les plus importantes sont les suivantes. Alors, on a évidemment l'allocation d'adulte handicapé. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette allocation, donc la AH pour son petit nom. Donc, c'est une prestation financière hein, qui a vocation donc à apporter une ressource financière dans une situation où vous n'êtes plus en mesure de travailler, où le travail que vous avez n'apporte pas des ressources suffisantes, quoi. Donc c'est une espèce de compensation financière. Alors ce qui vient de changer, et qui est quand même une avancée majeure, c'est un truc qu'on a appelé la déconjugalisation. Alors bon, en clair, ça veut dire que évidemment toutes ces aides sont liées à un niveau de ressources. Alors, pour l'AAH, jusqu'à présent, on disait, OK, vous avez une reconnaissance de votre handicap, etc. Donc, il y a des gradations. En fonction de la gradation, ce qu'on va vous proposer comme aide financière, évidemment, sera différent. Mais on regardait aussi ce que votre conjoint avait comme ressources. Et on disait, si votre conjoint, il travaille, tout va bien, vous, votre allocation, elle sera tout petite. Et c'est clair que cette posture, elle n'allait pas du tout dans le sens, en fait, de plus d'autonomie pour la personne qui a ce handicap. L'idée, c'est de se dire, OK, on a un handicap et on veut être autonome, quoi. On ne veut pas dépendre en plus de quelqu'un. Enfin, bon, voilà. Donc, à partir du 1er octobre, là, on a ce qu'on appelle la déconjugalisation. C'est-à-dire que là, on va regarder, en fait, les ressources de la personne qui fait valoir son handicap. Mais, évidemment, dans les documents qu'on va vous demander, ne me demandez pas pourquoi, mais on va encore quand même regarder les ressources du conjoint. Alors, je ne sais, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, de ce que j'ai compris, on demande quand même ce que gagne le conjoint, mais ça ne vient pas dans le calcul de l'allocation qui sera donnée. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Alors, il a été fait quand même mention que, donc ça sera pour les prestations qui seront versées au mois de novembre, que si dans votre cas, si vous avez déjà la AH et que la déconjugalisation vous est moins favorable, on n'en tiendra pas compte. Voilà. Donc en fait, c'est toujours la situation qui sera la plus favorable pour vous si vous êtes déjà bénéficiaire de l'AH. Si vous êtes un nouveau demandeur de cette allocation, d'emblée, la déconjugalisation s'appliquera. Voilà. Alors, donc ça, je pense que c'est vraiment une avancée, de mon point de vue, de dire... C'était souhaité, en tout cas, voilà, c'était souhaité. Oui. L'autre aide possible qui est assez importante aussi, c'est ce qu'on appelle la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, elle n'est pas... C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites une demande de AAH, automatiquement, la demande de RQTH, elle ira avec. Et là, l'idée, en fait, c'est d'adapter, en fait, votre poste de travail à votre handicap. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'adaptation, ça peut être des adaptations, par exemple, sur le temps de travail. Peut-être plus de télétravail. Peut-être des plages moins larges dans l'entreprise. Mais ça peut être aussi une adaptation du matériel, par exemple. Et la RQTH, normalement, elle est délivrée pour 10 ans. L'autre aide possible, c'est la PCH, la prestation de compensation du handicap. Là, c'est une aide qui est donnée par le département et elle a vocation, en fait, dans le cas d'une perte d'autonomie, à vous apporter, en fait, ce qui vous manque, c'est à savoir, par exemple, une aide humaine, quelqu'un qui vient vous faire le ménage, quelqu'un qui fera les repas, etc. Enfin, voilà. Donc là, c'est aide humaine, aide technique, aménagement de la maison, etc. Et ça, c'est pris en charge par le département. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est vous qui êtes à l'initiative de la demande, d'accord ? Dans tous les cas, c'est vous qui décidez de faire la demande. Alors, évidemment, il faut un certificat médical. Évidemment, votre demande, elle va être étudiée par essentiellement... Alors, je pense que je l'ai mis après. Voilà. L'interlocuteur majeur et celui qui décide de tout, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Donc, tout le monde parle de MDPH.
Et donc, vous allez déposer votre dossier à la MDPH. Alors, le dépôt, il peut se faire en ligne. Il y a un formulaire qui est un formulaire unique. Donc, vous déposez votre formulaire. Il faut qu'il y ait un certificat médical. On vous demande plein de pièces, etc. Ensuite, ce dossier-là, il est regardé par des gens de la MDPH. Donc, il y a une équipe pluridisciplinaire qui vous dit c'est OK ou qui vous dit il vous manque ça, ça, ça. Et ensuite, il y a une commission qui se réunit et qui vous dit OK, on est d'accord, enfin voilà, on a reconnu votre handicap, en sachant que la spondylarthrite est bien reconnue comme une maladie invalidante par la MDPH. Donc, vous n'avez pas à justifier que parce que vous avez une spondyle, vous avez du mal à vous lever le matin. Enfin, je veux dire, voilà, ça c'est clair. Donc, le formulaire est en ligne. Alors, ça prend quand même quelques mois d'obtenir cette reconnaissance-là. C'est entre 4 et 6 mois. Enfin, ça dépend des départements. Voilà. La médecine du travail, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un interlocuteur important, notamment pour la RQTH, d'accord ? Voilà. Et puis, il y a aussi une association qui s'appelle l'AGFIP, qui est l'Association nationale de gestion de fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et là, c'est une association assez importante parce que, en fait, ils connaissent toutes les aides qui existent, etc. Donc, ça peut être des interlocuteurs intéressants pour vous. Et l'objectif, en fait, de cette association, c'est de favoriser, en fait, le maintien à l'emploi, en fait, des personnes ayant un handicap. Donc, ça veut dire que la discussion avec eux vont vous permettre d'essayer de frapper à la bonne porte pour avoir les bonnes aides possibles. Voilà, j'ai été vraiment rapide. Mais merci beaucoup. Ah oui, bien sûr, bien sûr, c'est place aux questions. On applaudit aussi Anne-Lise. Il n'y a pas de raison. Anne-Lise, tu me rejoins, tu prends un micro. Oui, madame derrière. Alors, il n'y a plus Corinne pour faire passer les micros. Est-ce qu'on peut donner juste un micro à madame? Il est juste devant. Merci beaucoup, Thierry. Rapidement, quelques questions. Là, juste là. Merci. Il me semblait que pour bénéficier de l'AAH, il fallait qu'il y ait un minima de taux de handicap. D'incapacité. Oui, d'incapacité. Oui. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Oui, voilà. donc 50% pour une demi-allocation et 80% pour l'allocation totale. Oui, donc ça, c'est quand même important. Oui. Alors, on parle toujours de ce que l'on connaît. Il se trouve que donc Lucie, nous, a une pension d'invalidité de la part de la MSA avec une ASI supplémentaire pour avoir le minimum du minimum pour vivre. Mais donc là, avec des difficultés d'insertion professionnelle, donc elle n'a pas de boulot. On espère peut-être quand même, là, bientôt, mais avec des revenus qui vont être très partiels. Donc l'ASI va sauter, ça c'est sûr. La pension d'invalidité, j'en suis pas certaine, mais très certainement. Et donc en final, elle va aller travailler pour gagner moins que ce qu'elle perçoit tout de suite. Donc on mise sur l'avenir, mais donc c'est quand même une grosse problématique, l'insertion professionnelle. Qui avait été soulignée d'ailleurs dans la précédente enquête qui avait été présentée, puisque de grosses difficultés. Tout à fait. Parce tout à fait. Elle est obligée, enfin vous êtes obligé de le signaler pour les embauches et ça elle veut beaucoup pas, de portes. C'est justement ça fait partie de toute la problématique. On dit il faut pas le dire, mais indirectement, oui, tu le dis maintenant. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est compliqué. Moi, mon conseil, ça serait que vous contactiez la GFIP pour donc l'association. Donc il y a des antennes locales. Donc il y a des antennes locales réparties sur toute la France, voilà, pour expliquer votre cas, etc. et voir comment, dans quelle situation vous pouvez essayer quand même de cumuler, parce que je sais que bon, c'est un peu compliqué, chaque cas est différent, mais voir comment est-ce que vous pouvez cumuler en fait les allocations que vous avez déjà, et puis l'idée quand même d'insérer le milieu du travail. Ben oui, tout à fait. C'est pour être ça clair, aussi. Voilà. Pour être clair, là, elle est sans doute retenue pour un emploi de 12 heures semaine. Donc, ce qui est pas vraiment... lourd. Non, c'est pas lourd, mais nous, on est contents. Ça fait 2 ans qu'elle a une nouvelle qualification professionnelle qui devait ouvrir toutes les portes de l'emploi. Après déjà 5 années de reconversion, ça fait 7 ans qu'elle est sortie du milieu professionnel. Donc maintenant, on lui reproche qu'elle n'a pas d'expérience. Mais comment peut-elle en avoir? L'aberration. Non. Contactez la GFIP. C'est le meilleur conseil que pour l'instant j'ai à vous donner. Oui, non, mais j'y avais pas pensé. Merci. Merci beaucoup. Juste une question peut-être supplémentaire, s'il y en a. Oui, madame, on vous fait parvenir le micro. La déconjugalisation.
Oui, c'est pareil. C'est pareil. Mais ça ne sera pris, ce que je disais, c'est qu'en fait, si vous êtes déjà allocataire de l'AAH, en fait, la déconjugalisation n'interviendra que si c'est plus intéressant pour vous financièrement, d'accord? Ça peut être moins intéressant? Dans quelles conditions? J'en sais rien. Ah oui, parce que c'est absurde. Oui, on ne voit pas dans quelles conditions ça peut être moins intéressant. J'en sais rien, mais en fait, c'est ce que dit... C'est comme déconjuguer... mais on demande quand même ce que gagne... Voilà, c'est ça. Non, mais bon, c'est la France. Ah oui. Ok, bon, merci. D'accord. D'accord. Merci pour cette précision. Pas d'autres questions? Ah oui, rapidement. Il y en a une, mais je ne maîtrise pas le micro. Madame, puis monsieur. Oui, parce que je vais passer dans un instant là pour faire une intervention, mais je suis chef d'entreprise et donc je ne sais pas si vous avez cité Cap Emploi. Non, voilà. Non. Donc, en fait, plus que la GFIP, pour les personnes qui sont en activité, c'est Cap Emploi qu'il faut contacter. Oui, mais elle n'était pas en activité, madame, c'est pour ça. Mais même sur tout ce qui concerne l'emploi des personnes en situation de handicap, et moi, je suis chef d'entreprise, je paye des amendes si j'embauche pas des personnes handicapées. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises, n'hésitez pas à mettre en avant la RQTH, la situation de handicap, parce que je dirais pas que ça nous intéresse. Mais en tout quasiment, on peut le dire. Mais on peut le dire, bien entendu, c'est un plus pour se faire embaucher. Alors rapidement, elle veut répondre. Alors, madame, je voudrais bien qu'on lui donne. Je suis chef d'entreprise. Je pense qu'elle a tapé à beaucoup de portes. Des embauches tous les jours, donc je vous donne mon point de vue, qui est partagé par d'autres chefs d'entreprise. Dans le Gers, je fais partie d'un club d'entreprise qui s'appelle Les Entreprises s'engagent, où justement on est dans des entreprises inclusives. Donc il y a d'autres entreprises comme la nôtre, et avec ces entreprises, vous pouvez aller sur le site Les Entreprises s'engagent. On aime bien les annonces et on aime bien la réalité. Donc je voudrais quand même vous entendre réagir très rapidement, madame, sur ça, parce que vous trépignez. Et après on passera à madame. Juste, répondez à monsieur même brièvement, parce que j'imagine, vous avez l'air d'avoir beaucoup fouillé, beaucoup tapé à beaucoup de portes. Donc qu'est-ce que vous répondez à monsieur? Tout à fait. Alors, bravo pour être une entreprise exemplaire, inclusive, mais majoritairement, ce ne sont que des 20 mots. La réalité de terrain, c'est tout autre. Moi, je suis une ancienne RH. Donc, la cotisation, comment dire, je ne sais plus combien maintenant, parce que j'en suis éloignée depuis quelques années, mais il est beaucoup plus facile de faire un chèque que d'intégrer quelqu'un dans l'entreprise et s'adapter aux difficultés des différentes personnes. Par contre, alors concernant Cap Emploi, je suis désolée s'il y a des gens de Caen ici, mais je peux vous dire que nous, notre fille est mieux suivie par Pôle Emploi que Cap Emploi. Donc ça, c'est une autre chose aussi. Et concernant, qu'est-ce que vous avez dit d'autre? C'est bon déjà. C'est bon, vous avez répondu sur beaucoup de points. Ah oui, ben voilà, non mais c'est bien d'être une entreprise vertueuse, mais malheureusement le terrain, on veut des gens efficaces aujourd'hui. Il faut arriver, être efficace immédiatement. On ne laisse pas le temps aux personnes d'entrer dans l'entreprise, de prendre le temps de l'emploi. Celui-ci, malheureusement, a un autre handicap invisible et qui lui demande, il y a la fatigabilité de la spondylarthrite, mais il y a aussi, une autre difficulté qui fait qu'elle a besoin de temps. Et ce temps, personne ne veut le donner. Surtout dans cette période. Comment ? Dans cette période encore moins, voilà. Et ça ne fait que s'accentuer. Si vous voulez, vous me suivez sur LinkedIn, vous allez voir comment je pique des coups de gueule régulièrement. On va vous suivre. Mademoiselle, madame. Mais je pense, pour rebondir sur ce que vous dites, très vite. Je pense quand même qu'il y a certaines entreprises qui se rendent compte que d'intégrer des personnes avec un handicap, quel qu'il soit, apporte aussi un regard différent sur la vie de manière générale. Bien sûr, oui. Voilà, mais ce n'est pas le cas de toutes. Mademoiselle, merci d'avoir patienté. Non, mais j'avoue que je suis pas non plus aussi rose sur la question, parce que j'ai un frère qui est autiste, qui est suivi par Cap Emploi, qui ne l'a jamais aidé, ou alors qui l'a envoyé vers des entreprises qui visiblement n'est pas assez joliment handicapé pour eux. Donc voilà, désolé, mais il est toujours en galère d'emploi alors qu'il peut travailler. Ça fait trop un souci. Et moi, j'ai jamais été suivie par Cap Emploi alors qu'ils savent que je suis handicapée depuis belle lurette. Alors moi, je voulais te demander s'il existait des associations, des aides pour les étudiants, parce qu'en fait, je suis en formation professionnelle
Et j'ai tous les papiers, tous les trucs de l'hôpital, les RQTH. Et en fait, j'ai bataillé pendant 1 an pour avoir des aménagements que je n'ai toujours pas. Et le problème, c'est que l'année prochaine, je passe une formation, c'est le diplôme. Et comme ça n'a pas été mis en place, je me retrouvais très très vite dans la merde. Et cette année, l'année dernière, j'ai failli être en échec de mon année alors que je tenais vraiment à... Et que j'ai beau prévenir tous les intervenants de ma situation, en fait, le truc, c'est que je me retrouve que j'ai pas le droit d'avoir des absences même justifiées. Parce qu'ils comprennent, c'est pas un souci, mais ils disent qu'au niveau de... Pas comme moi, ma formation, elle est payée par la région et je les en remercie. Mais en fait, c'est que du coup... Si j'ai des absences, même justifiées, même pour un hôpital, même pour des crises de douleur, en fait, la réalité, c'est que ça reste des absences. Vous êtes pénalisé. Et du coup, la référente handicap de mon école, en fait, elle ne m'aide pas. Et normalement, je suis censée en plus recevoir plus que mon RSA, 700 € parce que je suis une stagiaire handicapée en formation professionnelle. Et personne n'a mis en place. Donc, en fait, j'aimerais bien qu'on m'aide à mettre en place cette année parce qu'en fait, je vais vite être épuisée parce qu'en plus, je fais un stage... où j'ai pas d'aménagement non plus parce que j'ose pas trop leur parler de situation, j'ai pas envie de perdre mon stage, donc voilà. Merci. C'est un témoignage important. Honnêtement, je ne sais pas s'il existe une association d'étudiants qui prendrait ce problème-là. Ou qu'est-ce qu'il existe pour l'aménagement pour les étudiants? Est-ce que quelqu'un est informé, peut répondre assez... Non, c'est une formation d'État. Je suis en formation éducatrice spécialisée. En fait, c'est que moi, je ne suis pas avec un rectorat, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Merci. Bon, pas de réponse précise non plus, Annelise, là-dessus. Je pense que c'est un peu dommage que votre référente, votre référent handicap, là, ne fasse pas son job. Soit absent, quoi. Ouais. Je veux dire, si on avait. Merci, on pourra une dernière. Non, c'était une question. Non. Bon, merci Annelise, merci infiniment pour cette intervention.